Je paye une rançon pour les enfants de Rune, et je dois les capturer moi-même. Jeux vidéo et Moyen-Âge. Un format du podcast Passion médiéviste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 4e épisode du format Jeux vidéo et Moyen-Âge du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce format, nous parlons à chaque épisode d'un jeu vidéo qui prend plus ou moins comme cadre le Moyen-Âge et on examine à quel point le jeu est fidèle historiquement ou non. Et dans les épisodes précédents, nous avons déjà parlé de Age of Empires 2, Sekiro, les Sims médiévales, mon chouchou. Et aujourd'hui, pour ce 4e épisode, nous allons traiter d'un jeu que beaucoup de personnes nous ont réclamé. Si, je vous jure. Et je dis nous parce que je ne suis pas seule. Vous le savez, je suis toujours avec mon comparse Albert Leparc. Bonjour Albert. Bonjour. Albert, on t'a entendu récemment dans le hors-série que j'ai fait sur mes recherches en histoire médiévale. Tout à fait, j'étais pas serein. Oh, t'as été très bien. Je préfère quand c'est toi qui cadre, vraiment. Oh, mais dans Super Jeu de Royal et tout ça. Donc maintenant, t'es un habitué, t'as ton rang de serviette chez Passion médiéviste, limite ta boîte aux lettres et tout ça. Alors, je précise bien, je le redis, même si vous avez déjà écouté peut-être d'autres avant. L'objectif de ce format et donc de cet épisode n'est pas de décortiquer entièrement le jeu, sinon on en aurait pour des heures et il y a plein de super contenus sur internet de gens qui font ça bien mieux que nous. On vous mettra des références. Mais nous, notre but, c'est de mettre des notes, on aime bien mettre des notes dans ce podcast, et on va mettre une note au jeu en fonction de leur fidélité historique et de vous montrer que oui, l'histoire est partout dans la pop culture aujourd'hui. Et pas que dans la pop culture, on va le voir. Et donc, vous avez vu le titre, nous partons pour l'Aquitaine du XIVe siècle avec des rats. Beaucoup de rats. Beaucoup de rats, des tornades de rats. Bon alors je t'en prie Albert, présente-nous ce jeu qui est français d'ailleurs. Tout à fait, Plague Tale Innocence, donc qui nous a été beaucoup demandé parce Notre que... premier jeu français. Oui, c'est notre premier jeu français, en plus un studio bordelais, ce qui est particulièrement adapté pour le sujet traité par Plague Tale Innocence. Alors quelle est l'histoire ? Plague Tale Innocence raconte l'histoire de deux orphelins, Amicia et Hugo de Rune, qui doivent, suite à l'assassinat de leurs parents, ou en tout cas l'assassinat supposé de leurs parents, doivent donc survivre à des hordes de rats, mais aussi à des soldats qui essaient de les capturer, car Hugo, en cette année 1348, est probablement très lié à l'épidémie de peste qui est en train de ravager l'Europe à ce moment-là. Bon, alors on le dit aussi, il se passe plein de choses dans ce jeu qu'on va essayer de pas divulguer, de pas divulgacher, de ne pas spoiler, parce qu'effectivement, il y a des révélations. Donc là, vraiment, on va rester sur ce que tu as dit et ne pas aller beaucoup plus loin pour ne pas gâcher le plaisir de jeu si jamais vous avez envie de faire le jeu. Exactement, d'autant qu'en plus, il y a un deuxième épisode, Plague Tale Requiem, sorti l'année dernière, qui est vraiment aussi bien. Et il y a quelques éléments qui m'intéressent pas mal aussi dans ce deuxième épisode, et j'en donnerai seulement quelques-uns pour éviter de vraiment trop gâcher l'intrigue. Et là, donc le premier, donc Innocence, il est sorti quand ? Il est sorti en 2019. C'est le premier jeu vraiment orienté aventure-narration qu'a fait donc Asobo Studio. C'est donc ce studio bordelais dont on parlait plus tôt, qui jusque-là en fait ne s'était pas particulièrement illustré par des productions AA comme on dit. Là c'est seulement un AA ce jeu-là ? Oui tout à fait, il n'a pas non plus un budget. Avant cela, l'année d'avant était sorti God of War, qui est très comparable pour son aspect historique, parce qu'on contrôle un personnage à la troisième personne et qu'on avance dans des niveaux plutôt cloisonnés, avec surtout une grande emphase sur la relation entre les deux protagonistes qui avancent au même moment, quoi. Et du coup AA, AAA c'est comme les piles ou rien à voir ? Ce n'est pas non plus comme l'andouillette. Mais c'est une façon de classer les jeux en fonction de leur budget, de leur production. C'est des termes assez courants dans le secteur, effectivement. En fait, d'ailleurs, pour le milieu du jeu vidéo, Asobo Studio était surtout connu parce c'était une équipe française qui était très dévouée à des projets avec Microsoft. C'est eux qui bossaient beaucoup pour leur casque de réalité virtuelle, et c'est comme ça qu'ils ont gagné au moins la confiance des gros éditeurs avant d'être révélés au grand public avec Plague Tale Innocence. Avant ça, ils ont fait des jeux, évidemment. C'était un
studio qui a été fondé en 2002, mais on parle plutôt de production qui accompagne la sortie de films, genre Toy Story 3. Il est bien, hein, Toy Story 3, hein, vraiment. Ouais. Garfield 2 aussi, pareil, qu'il est très très bien. Et aussi Ratatouille, donc les rats, ils connaissaient déjà. Ah, donc dans ce jeu, donc tu l'as dit, on incarne en fait les personnages, donc la sœur, c'est comment son prénom déjà ? Amicia, et donc Hugo, au fur et à mesure, voilà, on les suit dans leur aventure. Et donc ce jeu se joue, tu l'as dit, à la 3e personne. On incarne vraiment notre personnage qui doit évoluer dans l'histoire, c'est ça ? Tout à fait. D'autant que, alors c'est très proche, évidemment, hein, à cette époque-là, en 2019, tout le monde avait en tête la référence du jeu narratif à la 3e personne, c'est The Last of Us. Ah oui, mais il y a eu une série il n'y a pas longtemps qui a adapté de ça. Il y a eu même un remaster du jeu, c'est ça ? Alors il y en a eu plusieurs, même. J'ai l'impression que le jeu a été remaster 3 fois. Mais parce que c'est un jeu qui a fait les grandes années de la PlayStation 3, puis de la PlayStation 4, puis de la PlayStation 5. Et puis aujourd'hui encore, Pedro Pascal a réussi à ramener plein de monde vers la série et donc vers le jeu. C'est bon, notre épisode est béni. On a dit le mot Pedro Pascal. Ah, si vous ne connaissez pas Pedro Pascal, mettez pause à ce podcast, ouvrez Google et regardez. Et vous verrez, il est très mignon. Et si vous avez vu Game of Thrones il y a quelques années, peut-être que vous allez vous en rappeler. Bref, c'était le point Pedro Pascal, qui n'a rien à voir avec notre jeu. Mais si je mentionne The Last of Us, en fait, c'est parce que The Last of Us a un contexte très similaire. On est pareil dans l'exploration des liens entre deux personnages qui sont liés par la famille, en l'occurrence. Donc, dans The Last of Us, c'est Joel qui a une relation avec Ellie de père de substitution. Et là, c'est pareil, c'est comment est-ce qu'on crée du lien entre frères et sœurs, sachant qu'en plus, il y a une grosse différence d'âge entre Amicia et Hugo. Et comment est-ce qu'on crée du lien, donc, au milieu de ce qui s'apparente à une apocalypse. Donc, c'est des zombies dans The Last of Us. Mais là, on est aussi dans un contexte de pandémie avec la peste. Oui, et en plus, bon, ce n'est vraiment pas de spoiler de dire ça, c'est qu'au début, ils sont pas très très proches. En fait, vraiment, là, je vous parle des 5 premières minutes du jeu, c'est qu'en fait, on voit que Hugo a donc une sorte de maladie. Il a vécu un peu couvé par sa mère et Amicia, elle, a vécu un peu sa vie de son côté. Donc là, ils se retrouvent en fait dans une situation de catastrophe à devoir fuir. Et donc, on les voit, en fait, ils vont évoluer, ils vont rencontrer des gens. Et donc, dans ce jeu, comment est-ce qu'on joue ? Eh bien, c'est simple. La plupart du temps, c'est d'ailleurs un peu ce qui a été reproché au jeu quand il est sorti, c'est que, évidemment, c'est une production relativement limité en termes de moyens, donc ils ne pouvaient pas faire des grands niveaux ouverts. On est plutôt donc face à des niveaux assez fermés, en couloir, où Amicia et Hugo doivent avancer en évitant ou bien les gardes qui sont à leur poursuite, Amicia étant équipée d'une fronde qui lui permet, donc pas dès le début du jeu, mais petit à petit, donc de au moins les abattre en silence ou les distraire. Et il y a aussi d'autres niveaux qui sont beaucoup plus centrés sur les rats, donc c'est vraiment ces hordes de rats grouillantes et qui n'hésiteront pas un seul instant à se jeter sur Amicia et Hugo. C'est vraiment, on a l'impression de voir une masse vraiment comme si c'était liquide en fait, c'est presque liquide. Oh non! La lumière! La lumière! Non! Vite! Ils l'ont mangé, Amicia. Ils l'ont mangé. Et tout le ciel. Comment il peut y en avoir autant? Protégez-nous. Il y en a partout. La lumière. Ils ont peur de la lumière. Au niveau de la technique, c'est assez impressionnant ce qu'a réussi à faire Asobo Studio avec ses rats, qui donnent l'impression de se déplacer en fluide. Et ouais, les seules choses que les rats craignent, c'est la lumière, et la lumière du feu. Donc c'est un peu des niveaux de puzzle où Amicia doit réussir à avancer parmi les hordes de rats en faisant tomber des chandeliers, ce genre de choses. Il y a aussi un dernier type de niveaux qui sont plutôt orientés énigmes, où là, on essaie surtout de trouver son chemin et d'explorer certains environnements. Et bien sûr, il y a quelques adversaires qui doivent être vaincus comme des boss. Donc, on l'a compris, effectivement, le jeu se place dans un contexte historique très très clair. Et là, je pense que de tous les jeux qu'on a traités, c'est aussi celui qui se place le plus comme un jeu historique. On est dans un contexte réaliste. Alors, c'est là où justement l'approche d'Asobo Studio a été assez intéressante. Quand on écoute les développeurs, ils ont surtout parlé effectivement d'une ambiance et d'un univers qu'ils ont qualifié de réaliste, mais
Le but d'Asobo Studio était d'abord de faire un conte et donc de pouvoir justement parler de choses sans forcément trop coller à la réalité historique. Déjà, effectivement, vous avez compris que quand on parle de hordes de rats aussi immenses, il y a un côté déjà un peu fantastique. Oui, là, on joue en fait sur les clichés, les peurs et tout ça. C'est d'ailleurs le premier reproche que j'ai à faire à Plague Tale Innocence. Non pas qu'il ne soit pas réaliste, parce que évidemment, l'approche de conte fait qu'on peut s'autoriser énormément de choses, mais il y a un gros problème tout de même qui est que au Moyen-Âge, on n'associe jamais le rat à la peste. Dans les sources, on ne mentionne jamais les rats comme porteurs de la peste. En fait, au Moyen-Âge, la maladie n'est jamais associée directement aux rats. On ignore complètement que ce sont les rats qui transmettent la maladie, et plus exactement que c'est la puce du rat. Et oui, c'est Alexandre Yersin, donc à la toute fin du 19e siècle, qui a découvert ça. Et en plus de ça, ce n'est même pas lui qui a découvert donc, que ça se transmettait via un bacille, donc via un microbe. Donc c'est vraiment toute cette époque où on découvre la bactériologie. Mais en plus, c'est Paul-Louis Simon qui a découvert que c'était les rats qui transportaient cette puce en Inde. Ah, ok. Je vous renvoie pour ça, si vous voulez en savoir plus sur la peste au Moyen-Âge, parce qu'on va aller rapidement là-dessus quand même, allez voir les super cours de Patrick Boucheron au Collège de France. Je viens de les réécouter, enfin de les écouter. Je vous mettrai le lien en description. C'est long, mais qu'est-ce que c'est intéressant et tout ça. Ah oui, c'est long et c'est super bien. Donc là, Asobo nous met dans un cadre vraisemblable, mais pas avec une intention d'être 100% collé à la réalité. Non, ni même de coller aux représentations, c'est-à-dire que pour les artistes médiévaux, en fait, pour figurer la peste, ils représentent ça surtout sous forme de flèches tirées par Dieu ou par le ciel, qui s'abattent donc indistinctement sur les différentes couches de la population, où ils aiment bien se représenter ça aussi comme un feu, comme un incendie un peu toxique qui ravage l'Europe. Et au milieu de ça, effectivement, on parle d'ailleurs, c'est marrant que les deux armes de Amicia, c'est à la fois une arme de trait, donc comme qu'on représentait, et aussi le feu. Bon, alors, par contre, au niveau du contexte politique, ils se sont bien, en fait, appliqués parce que donc, on est donc au moment de la peste, mais on est surtout au moment de la guerre de 100 ans et on est en Aquitaine, donc le conflit entre les Anglais et les Français. Et donc là, c'est très présent dans le jeu. Alors, par contre, effectivement, c'est particulièrement prégnant dès les premières minutes où on comprend que le père d'Amicia est impliqué assez directement dans ce conflit. On est en Aquitaine, en 1358. On ne précise pas exactement où, mais de l'aveu même des développeurs, c'est très inspiré par les villages aux alentours de Bordeaux et le final du jeu d'ailleurs se déroule dans une ville qui ressemble énormément à Bordeaux. Et oui, ils sont inspirés du je sais plus quelle cathédrale. Enfin, là, et pour le coup, pour représenter tout le contexte historique, si on met de côté la peste, pour représenter tout ce contexte historique, ils se sont appliqués. Ils ont fait leurs recherches. Tout à fait. Ils ont fait leurs recherches et en plus, ils l'ont situé dans un... Donc vraiment, on l'a dit déjà des dizaines de fois sur ce podcast, l'Aquitaine, donc plutôt la Guyenne, était l'enjeu principal de la guerre de 100 ans. On va pas faire une guerre pour la Guyenne quand même. Je vous renvoie vers Superjoute Royale pour en savoir plus sur ce contexte historique. Et effectivement, et là par contre, donc les hordes de rats et la peste viennent s'ajouter donc à un contexte qui est déjà particulièrement rude pour les populations locales. Et c'est comme ça d'ailleurs que les médiévaux la concevaient, la peste. C'est-à-dire que c'est un malheur qui vient rarement seul. Si d'ailleurs je peux finir sur cette histoire de rats, au final, étant donné que le but est de faire un conte, figurer une menace invisible comme une maladie aurait été très compliqué graphiquement. Finalement, les rats ne sont que la représentation d'une épidémie qui court et qui est un danger pour tout le monde. Mais par contre, on a un autre danger dans le jeu, alors qui se glisse dans le contexte historique qu'on a dit, où c'est plutôt bien... Je trouve que c'est vraiment pas mal documenté, mais ils ont rajouté aussi donc un méchant, et là, il y a quelque chose dans le jeu où vraiment j'ai bugué, où vraiment je me suis dit, mais quoi ? On a une inquisition anglaise dans le jeu. Alors, je rappelle qu'on est... Vraiment, on est 1348 et l'Inquisition, normalement, ça vous renvoie plutôt à l'Espagne, l'Inquisition espagnole, où c'est plus d'un siècle plus tard, c'est ça ? Oui, effectivement. Au moins, oui, c'est ça, plus de 150 ans plus tard même. Et donc, qu'est-ce que vient faire Albert, cette Inquisition anglaise dans le jeu ? Est-ce que c'est une invention ? Qu'est-ce que c'est quoi ? C'est des méchants. Il fallait bien un méchant à cette histoire. Donc, c'est totalement inventé, cette histoire d'Inquisition. Là, pour le coup, effectivement, l'Inquisition, je suis prêt à dire que c'est du grand n'importe quoi. Dès le début du jeu, donc là, pareil, ce n'est pas un grand spoil, mais dès le début du jeu, on voit que les soldats obéissent à un inquisiteur qui fait office de Dark Vador, c'est le seigneur Nicolas. En fait, on mélange la religion avec les intérêts anglais, on voit les méchants. En fait, c'est pas clair, mais je pense que c'est fait exprès parce que, vous verrez dans le jeu, effectivement, cette inquisition a un but très précis, qui est un peu secret aussi. Donc, pour moi, une fois que j'avais compris que, en fait, oui, c'est une invention. Oui, c'est vrai, c'est fait exprès. C'est logique. C'est logique dans l'histoire et dans ce que ça veut raconter, mais effectivement, l'inquisition, d'abord, n'a jamais eu... On le voit tout de suite sortir son épée et arriver avec son grand casque de templier. L'Inquisition n'a jamais eu de bras armés. L'Inquisition ne condamnait jamais à mort, en tout cas jamais directement.
justement. Et quand il n'y a pas eu d'inquisition anglaise, en fait. Non, et il n'y a pas eu d'inquisition spécifiquement anglaise, ni même de branche de l'inquisition qui essayait de s'extirper de l'influence papale. Mais après, il a la classe, le Seigneur Nicolas. Il enflamme son armure et tout. Non, c'est un super Dark Vador. Il a un casque vachement classe et tout. Et aussi, alors, dans le jeu, dans les autres thèmes qui sont présents, on a donc beaucoup forcément de médecine, mais aussi d'alchimie. Alors, il se trouve que dans Passion médiéviste, dans plusieurs mois, il y aura un épisode sur la chimie au Moyen-Âge. Peut-être qu'il est déjà sorti au moment où vous écoutez cet épisode, donc allez voir. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que c'est représenté ? Qu'est-ce qui nous est montré ? Est-ce qu'on est bien par rapport au Moyen-Âge ? Alors, c'est à la fois un petit peu caricatural et en même temps hyper intéressant ce qui se passe avec l'alchimie dans A Plague Tale: Innocence. C'est que d'abord, c'est montré dès le départ, la mère d'Amicia est particulièrement versée dans l'alchimie parce que c'est directement lié au mal dont souffre Hugo. Et c'est pour ça elle cherche à le soigner, tout ça. Et c'était en fait déjà courant à cette époque-là que donc des nobles et des clercs de cour s'intéressent beaucoup à l'alchimie pour son côté très ésotérique, pour pas seulement pour ses applications pratiques en médecine, mais aussi parce que ça pouvait avoir une influence donc directement sur les destins des nobles ou des personnes de leur entourage. C'était fait exprès que ce soit très opaque, mais justement c'est ce qui crée la part de mystère dans Plague Tale: Innocence, c'est qu'il y a un vrai mystère autour de la maladie qui est lié directement à Hugo, mais qui a fini par affecter tout le monde. Et c'est là où au final, on rejoint une vision assez proche de l'alchimie au Moyen-Âge, c'est que les conflits, les états intérieurs, les humeurs, dans tous les sens du terme, qui affectent Hugo et qui affectent Amicia, c'est un petit peu un microcosme de ce qui se passe dans le reste du monde et de ce qui se passe dans le reste de l'univers de A Plague Tale: Innocence. Finalement, tous ces dialogues auxquels on assiste, tous ces retournements de situation, mais surtout toutes les émotions qu'ils traversent, c'est parfaitement retranscrit dans leur environnement. Et c'est comme ça que les gens au Moyen-Âge se figuraient de toute façon comment fonctionne la nature. Comme l'intérieur n'est que le reflet de l'extérieur. Et là, je vous renvoie, oui, je passe mon temps à renvoyer, mais voilà, vers la série Science et Moyen-Âge que j'avais fait l'année dernière. Et donc, on a fait un épisode sur la médecine au Moyen-Âge. Vous pouvez aller aussi écouter ça. En plus de ça, il n'y a pas que la mère d'Amicia et Amicia elle-même, donc qui doit parfois utiliser de l'alchimie pour fabriquer ses composants, donc fabriquer en particulier de quoi faire de la lumière. On a aussi donc des orphelins. Et un en particulier, Lucas, qui est apprenti chez un maître apothicaire et qui donc doit lui-même apprendre à nos héros comment s'en sortir. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Oh non! Non! T'es coincé! Non! L'inifère, Amicia! C'est le moment! Vise les braises au centre de la pièce! D'accord. Ça fait du feu. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui, ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. On voit en fait beaucoup de personnages instruits. Vraiment savants, mais qui sont des enfants. Bon là, effectivement, c'est pas très réaliste tout ça quand même. Oh, détrompe-toi. Ah ouais? Je trouve que le point le plus réussi de Plague Tale: Innocence, et c'était l'intention initiale d'Azobo aussi, c'était de montrer des enfants au Moyen-Âge. Et là, pour le coup, c'est pas si souvent qu'on voit ça. Bon, alors je sais qu'on en a montré dans les Sims médiévales. Oui, je sais qu'on en a parlé. On en a parlé que dans les Sims médiévales, tiens. Oui, dans Age of Empires et Sekiro, t'as pas trop d'enfants, non? Non, alors s'il y en a un dans Sekiro, très important, mais bon. Oui. Donc là, oui, la représentation des enfants au Moyen-Âge, effectivement, c'est... Bon, on en parlera dans l'épisode d'après, mais oui, là, ils sont vraiment acteurs principaux. Tout à fait. Et en plus, on montre des enfants de différentes conditions justement, dans ce qui est un contexte de crise. C'est-à-dire que évidemment, Amicia et Hugo sont des nobles, donc qui partent effectivement avec assez peu de moyens de faire face à la maladie, comme tout le monde d'ailleurs. Mais en plus de ça, on va croiser donc d'autres personnages. On va croiser Lucas qui est donc apprenti chez un apothicaire. Il y en a aussi un donc qui était apprenti chez un forgeron. On montre beaucoup d'apprentis parce que c'est dès l'enfance, en fait dès à peu près les 12-13 ans, que l'apprentissage se fait auprès des maîtres, auprès de leurs parents. Tu veux dire en vrai au Moyen-Âge? En vrai au Moyen-Âge. Et c'est assez intéressant de voir comment ces enfants livrés à eux-mêmes parviennent justement à s'en sortir, et en même temps on montre bien que c'est exceptionnel des enfants livrés à eux-mêmes comme ça. Il y en a deux en particulier aussi, deux orphelins voleurs. On montre aussi que même pour eux, ce contexte de crise n'est pas facile et qu'ils pouvaient avant au moins compter sur les œuvres de charité pour survivre. Oui, et les enfants au Moyen-Âge, ça a été un peu étudié ou pas?
Tout à fait, c'est essentiellement donc Daniel Alexandre Bidon et Didier Lett que je peux citer là comme ça. Didier Lett, on aime bien Didier Lett, il est super. Ah oui, L'autre aussi, super. je le connais pas. Mais... Daniel Alexandre D'accord. Bidon. Elle écrit des choses très bien, notamment sur le quotidien au Moyen-Âge et sur les fabliaux. Je le dis à la fin, mais je vous le dis dès maintenant aussi, on vous mettra des conseils de lecture pour en savoir plus, notamment sur les enfants au Moyen-Âge. Et en plus de ça, on montre l'attachement des adultes envers les enfants, c'est-à-dire que la mère d'Amicia, et comme son père d'ailleurs, sont particulièrement aimants envers leurs enfants, et au-delà donc des familles nobles, on montre aussi, par exemple, dès le chapitre 2, sans trop spoiler, on montre un personnage donc plutôt un roturier, un paysan, qui est particulièrement dévasté par la perte de son fils à cause de la maladie. Bon là, en vrai, on en dit plutôt du bien du jeu. Est-ce qu'il y a vraiment des points qui vont pas du tout pour toi ? De manière générale, ce qui va pas, et là où on doit effectivement sortir du réalisme purement médiéval, et que ça se donne un style réaliste, mais on sort du réalisme, c'est tout simplement quand on veut renforcer le côté horrifique de la situation. Amicia et Hugo traversent des champs de bataille de la guerre de 100 ans qui sont des charniers qui s'étendent sur des kilomètres, ce qui n'est pas vraiment le cas de la guerre au Moyen-Âge, où, à part certaines batailles plutôt impressionnantes comme Azincourt, où les morts sont assez nombreux, la plupart du temps, on n'est pas face aux charniers qu'ils essaient de traverser et qui sont envahis par les rats. Pareil, quand ils essaient de traverser une ferme où il y a vraiment des piles, des montagnes de cochons morts empilés. Alors, au Moyen-Âge, on tuait en cas de peste les animaux malades par peur justement que la contagion suive dans le reste du troupeau, voire vers les humains. Mais on est très loin, effectivement, de ces plusieurs centaines de corps empilés dans la Pleine Innocence. Et donc, si on fait un peu le bilan et si on essaie de lui mettre une note, finalement, quelle note on mettrait à ce jeu du point de vue de la ressemblance au Moyen-Âge ? Du point de vue de la ressemblance, vraiment, si on parle vraiment de l'aspect graphique, c'est vraiment très bon. Il y a beaucoup de recherches sur les décors en particulier qui évoquent, pour certaines parties, des peintures romantiques, évidemment. Il faut que ce soit un peu stylisé. Mais dans l'ensemble, les détails au niveau graphique sont particulièrement réussis. Mention spéciale aux objets qu'on peut trouver, qui donnent des éléments historiques dans le glossaire sur le contexte de l'époque. Oui, ils ont mis dans le jeu des points vraiment historiques où si on veut en savoir plus, on peut aller lire. Tout à fait. Ah. Et ça, c'est un très gros avantage. Parce que aussi, ça permet de distinguer la fiction du jeu de ce qui pouvait être particulièrement avéré, en tout cas pour le Moyen-Âge. À l'inverse, il y a des choses qui sont relativement dommageables. Bon, sur l'histoire de rats, on peut accepter, comme on l'a dit, c'est un conte. Sur le rôle de l'Inquisition, ça c'est le vrai point noir au final du jeu. Mais là, c'est côté conte aussi, en fait. On a inventé un méchant. Exactement, mais ça tombe sur encore... Non pas, je suis pas un grand défendeur de l'Inquisition, très loin de là. En fait, c'est qu'ils auraient pu faire ça sans mettre le mot Inquisition, exactement. En fait. Ouais, c'est ça. C'est que là, on se base sur vraiment la légende noire espagnole sur l'Inquisition, et voilà. Mais en fait, ils auraient pu mettre ça autrement, mais moi, je vois presque un côté marketing, en fait, à appeler ça l'Inquisition. Un petit peu, oui, effectivement. C'est pour que les références aient l'air vraies. Encore une fois, leur objectif, c'était de faire un jeu dans un univers Moyen-Âge. Et le but était de faire plus réaliste que de la fantasy, mais il fallait en même temps que les références soient connues par les joueurs et les joueuses. Donc, tu mets quelle note, alors ? Eh bien, parce que les thèmes traités dans A Plague Tale Innocence sont finalement assez proches de ce qu'on pouvait observer au Moyen-Âge, et des choses en plus qu'on ne voit pas souvent, ni dans les jeux vidéo, ni même dans la fiction médiévalisante, on va dire, je suis prêt à les mettre un bon 7 sur 10. Eh ben, j'avais exactement cette note en tête aussi. 7 sur 10, parce que je pense effectivement, avec tout ce que tu as dit et tout ce que j'ai vu aussi, oui, 7 sur 10, on est pas mal. On se serre la main comme à chaque fois ? Ah oui, serrons-nous la main. Nous scellons. Donc pour l'instant, si je regarde notre classement, alors en vrai, je l'ai pas sous les yeux, mais il me semble que Plague Tale est en tête de notre classement. Oui, effectivement, Plague Tale est en tête. Et voilà. Et donc, on peut dire qu'on recommande ce jeu si des personnes veulent le découvrir, parce que vraiment, c'est un bon jeu. Alors, je le recommande vraiment. Il est très bien doublé. L'histoire est vraiment très prenante et elle remue beaucoup, effectivement. Oui, si on est un peu sensible, faut faire attention. Oui, c'est ça. On l'a présenté comme un jeu d'aventure à la troisième personne, mais c'est aussi un jeu d'horreur. Et c'est pour cela, je ne le recommande pas non plus pour tous les publics. C'est une affaire rondement menée, tout ça, Albert. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'être replongé dans ce jeu et dans les rats, si je puis dire. Oui, j'y ai plongé littéralement et malheureusement, j'ai eu quelques game over. Oh, oui, non, mais ça a l'air très très dur. Moi, bien sûr, comme d'habitude. Non, il y a des fois où j'ai joué au jeu, mais là, non, c'est pas du tout mon type de jeu. Il grouille là. Non, mais même, je sais pas, les trucs d'aventure, moi, j'aime bien les regarder, il y a aucun souci, mais jouer, non, j'y arrive pas. Ouais. Donc, merci à Albert. Donc, auditeurs, auditrices, vous le savez, comme d'habitude, on l'a dit,
On vous mettra en description de l'épisode pas mal de références si vous voulez aller plus loin, si vous voulez voir des vidéos du jeu, si vous voulez avoir des lectures pour creuser certains thèmes. Et dites-nous quel jeu vous aimeriez que l'on traite dans les prochains épisodes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on a dit aujourd'hui sur Plague Tale? Vous pouvez vous plaindre. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous allait ou pas? Est-ce que vous pensez qu'on a oublié des choses, même si bien sûr on a dit qu'on n'était pas exhaustif? Donc si vous voulez commenter, n'hésitez pas alors sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, et même m'envoyer un mail, ou alors via l'espace contact de mon site, c'est passionmedieviste.fr. C'est sur ce site où il y aura l'article qui accompagne l'épisode. Et dans le prochain épisode, nous allons parler d'un type de jeu et d'un format de jeu très différent. Bien sûr, on sera toujours sur le Moyen-Âge. On peut dire quoi? Qu'on essaiera de faire une dynastie? Oh, plusieurs, des dizaines, des centaines de rois et de croisés. Et pour essayer de conquérir toute l'Europe.